Bienvenue sur les Seigneurs de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2, et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonsoir, bienvenue pour ce 27e épisode des Seigneurs de la F1, le troisième de la saison 3 de notre podcast, tout simplement. Ce soir, on va revenir sur le Grand Prix d'Australie, qui a été très mouvementé. Et on vous le fait direct en mille. La victoire de Ferrari, le doublé Ferrari. Oh là là, insane. On en connaît un là qui a hâte de nous mettre en top toute son écurie. Et on vous souhaite la bienvenue. Déjà, on vous remercie pour tous vos follow, tous vos messages de bienveillance. Et puis, aussi de nous suivre sur les différentes plateformes. N'hésitez pas à vous abonner à YouTube, Twitch et Instagram pour nous suivre tout au long de l'évolution de cette saison. Yo-Yo, Alex, comment vous allez en ce bon lundi et comment vous avez vécu ce week-end de Formule 1? Vas-y mon cher. Moi, j'ai vécu un beau week-end de Formule 1. Franchement, c'est quand même plaisir de voir Notmaker que Verstappen. On ne s'est pas levé tôt pour rien. Il y a eu un minimum d'action. Du drama encore, c'est ce qu'on aime. Sur la piste, dans les coulisses. Je pense qu'il manquait, c'est juste la Williams, malheureusement de Sargent, pour nous faire un petit peu plus de spectacle. Et C'est dur là. Et puis, non, c'est pas dur. C'est vrai que ça aurait animé encore un peu plus ce truc, tu vois. Le seul à pas réussir à dépasser Verstappen et crash avec Verstappen, et voilà quoi, c'est comme ça que ça serait passé. Et sinon, aussi un beau week-end en sport global, MotoGP, IndyCar, ça fait plaisir. Et la NASCAR aussi, j'ai regardé la NASCAR. Alors, je pourrais pas faire un débrief complet parce que je n'ai pas tous les pilotes, mais c'était sur Road America et franchement, les limites de piste, la FIA se tirait les cheveux si vous voyez ça. Ah ouais, la NASCAR quoi. Ouais, t'es fou. Mais rappelez que la course de IndyCar que t'as vue, c'est en dehors du. Ça compte pas pour le championnat. Hein. Non. Tant Mais mieux. NASCAR, c'est un circuit routier aussi. C'était pas un ovale, c'était un vrai circuit de Road America. On connaît en F1, donc c'est pour ça que j'ai regardé. Sinon, j'aurais pas regardé. Bon, c'est le moment de demander au grand vainqueur du week-end, Alex. Effectivement, voilà. Je remercie tout d'abord Monsieur Vasseur, sans qui rien n'aurait été possible. Je remercie notre cher Sainz qui a bravé son appendicite pour aller chercher la pole position, la victoire en Australie. Et puis, on a eu quand même tous les ingrédients pour passer un super week-end. On a eu du soleil, on a eu des téléspectateurs, on a eu de la F3, de la F2, du V8, de la F1. On a eu une Red Bull dans le tas. Voilà, tout est fait pour passer un bon week-end. Voilà, je vous invite fortement à aller sur Twitter et à aller sur le compte de Alpine et voir que même Alpine a dit « Oh là, on a réussi à dépasser Verstappen. Ce sera la seule et unique fois de la saison. » Voilà. Ils ont même dit tous les ingrédients étaient là. Le double overtake. Hein. Exactement. Et du coup, je rejoins Yo-Yo. C'est dommage que la voiture de Sargent n'aurait pas été là parce que du coup, ça aurait été pareil côté Williams. Les deux Williams auraient pu dépasser Verstappen. Voilà. Ouais, la seule fois. Dommage. Ça, c'est la base. Et un petit anniversaire, Albon, quand même. Joyeux anniversaire. Félicitations. Bravo. Et tu as eu une super voiture pour ton anniversaire, celle de ton coéquipier. Non, en vrai, ce qu'il faut retenir, je pense que c'est qu'il arrive à l'amener à la 12e place alors que c'est la voiture de Sargent. Donc ça veut dire que pour une fois, on peut pas dire que le problème c'est la voiture, c'est pas le pilote. Le problème se situe entre le volant et les pédales, je pense. Et voilà. Et quand même, voilà, entre le volant et les pédales, mais plus aussi une partie plutôt basse, en dessous juste de l'appendicite de Sainz, tu vois, et un peu au-dessus de tes genoux, parce que c'est quand même un circuit qui en demande. Hein. Oui. Belle description. Ouais, voilà. Et ben impeccable. Donc, tout fraîchement intitulé Super Sainz, cet épisode. Merci Alex et Yo pour cette idée. Et bah très bien. Du coup, on va pouvoir passer
au résumé du week-end. Résumé du week-end, Grand Prix de Melbourne pour les leftos. Il fallait se lever hyper tôt le samedi pour les qualifs et le dimanche pour la course principale. Je pense que là, on était au café serré à 4h30 du matin pour regarder la grille. Et en vrai, on n'a pas été déçus. On n'a pas été déçus, déjà, première raison, 3 tours et Verstappen out. Et ça fait plaisir. Je pense qu'on a versé une petite larme de joie en se disant, bon bah tiens, il va y avoir enfin de l'action. Il s'est passé plein de choses durant ce Grand Prix de Melbourne. D'ailleurs, petite stat, en moyenne, depuis que le Grand Prix de Melbourne existe, c'est environ entre 7 et 9 DNF par Grand Prix. Ce qui est quand même assez incroyable quand on connaît ce Grand Prix. Surtout que maintenant, c'est un des Grands Prix avec la vitesse moyenne la plus élevée, 254 km/h. Donc ça va très vite. Et en plus, comme on l'a vu avec le crash dans le dernier tour de Russell, ça pardonne pas. La moindre erreur, ça pardonne pas. Dès qu'on a crash le gravier, ça pardonne pas. Donc on reviendra notamment sur, je pense au cours de la saison, sur les grands prix un peu historiques avec du gravier, du sable, etc., qui nous permettent d'avoir des courses assez spectaculaires et une marge d'erreur qui est assez faible. Donc, comme on le disait en préambule, victoire de Carlos Sainz. Magnifique victoire de Carlos Sainz, avec, on le rappelle, l'appendice en moins, vu qu'il a subi une opération de l'appendicite il y a 10 jours, c'est ça ? C'était il y a 10 jours. Ouais. Il y a 10 jours, il ne peut pas participer au Grand Prix de Jeddah. Là, il arrive, il gagne le Grand Prix de Melbourne. Donc, autant vous dire que certains pilotes ont pensé à l'opération de l'appendicite pour mieux performer, apparemment. Donc, Carlos Sainz, Charles Leclerc, qui termine du coup deuxième, Lando Norris, troisième, Oscar Piastri, quatrième. Donc, un doublé Ferrari, puis après deux McLaren, donc c'est assez intéressant. Sergio Pérez, qui malgré une voiture survitaminée, comme on a l'habitude, il termine cinquième. Et en vrai, ça a peut-être une contre-performance. Peut-être qu'il est dans vos loses du week-end. On verra ça. Lance Stroll, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu ici. Il redécouvre ce que c'est d'être pas loin du top 5. Ensuite, Yuki Tsunoda, une grosse performance de Yuki. Qui commence vraiment à impressionner, je trouve, Yuki Tsunoda. Fernando Alonso, qui écope d'une pénalité de 20 secondes, qui se retrouve 8e, parce qu'il a gêné Russell dans le dernier tour. Ça, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Nico Hülkenberg, 9e, et Magnussen, 10e, les deux As dans les points. Et malheureusement, Albon, qui termine à la porte des points avec la voiture de Sargent. Donc, comme on le disait aussi en intro, ça montre que le problème n'est pas forcément la voiture. Quand Sargent termine à 20 secondes du 19e. Tout en bas, on retrouve du coup 3 DNF, Russell, Hamilton, Verstappen. On souligne la grosse performance de Alpine, qui ne finit pas DNF, et qui a réussi même à terminer 13e avec Gasly. Donc voilà, franchement là ils sont en amélioration, on peut le dire. Je pense qu'ils ont des appendices un petit peu en trop. Mais ils avaient passé la Q2 et c'était quand même un énorme step avec Ocon. C'était, j'avais pas compris quand il est passé en Q2, il a gueulé dans son micro et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe là, il est pas content, etc. Et non, il a dit ouais, on a réussi à passer en Q2. Je fais la tristesse est là. La tristesse est là. Si jamais vous l'avez pas entendu, on vous recommande d'aller voir cet extrait où vraiment il y a ils explosent de joie. Il y a encore plus de joie d'être passé en Q2, donc en deuxième phase des qualifications, que Sainz de fêter sa victoire. Donc, faut peut-être s'interroger et doser côté Alpine. Voilà pour le classement de ce qui s'est passé ce week-end. Sur les pronos par rapport à il y a 10 jours. Alors on avait tous vu la pole de Verstappen, sauf moi. Donc super. Moi j'avais vu Piastri. On avait tous vu la P1 de Verstappen. Et non. Pour le coup, non. Donc là on s'est tous fourvoyés. Pérez,
Ah, c'était bien joué Yo-Yo de tenter Pérez, mais c'est bien Leclerc qui termine deuxième, donc Ouais. on avait bien vu pour Leclerc, Alex. Et en P3, aucun de nous trois avait le bon, vu que c'était Norris. Et en DNF, personne n'avait le bon non plus. Donc en vrai, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vainqueur ce week-end. Maintenant, je vais vous demander vos tops et vos flops pour ce week-end à Melbourne. Qu'avez-vous pensé de ce week-end à Melbourne? Quels sont pour vous les tops, les flops? 3 chacun ou plus, si vous en avez plus. Yo-Yo, je veux bien entendre tes 3 flops et 3 tops. Alors, top, Ferrari. Et je dissocie bien Sainz et Ferrari. Parce que Ferrari, ils ont fait un week-end quasi parfait. Ils ont... La pole, ils auraient pu aller chercher, je pense, avec une bonne stratégie. Quand tu vois que Sainz fait le meilleur tour en Q2, je pense qu'il aurait dû avoir une petite stratégie avec Leclerc pour se donner la spi sur la Q3 pour aller chercher la pole. En course, pour une fois, ils ont eu une bonne stratégie. Je me suis dit, quand j'ai vu que Sainz était premier, je me suis dit, faut pas qu'ils gâchent tout avec leur stratégie. Et à un moment, je me suis dit, Leclerc va undercut Sainz, alors que pas du tout. On n'a pas eu de drama. Et puis rapidité d'exécution aussi, ça fait un petit moment maintenant qu'on n'a pas vu une Ferrari se tromper dans son arrêt au stand. Plus rapide que Red Bull. Je crois qu'ils ont fait le fastest à Rennes, donc tape de ce côté-là aussi au niveau Ferrari. Et après, je mets Sainz, bien évidemment. Pilotage parfait pendant tout le week-end. Rien à dire. Et puis McLaren, qui revient. Alors, mine de rien, la petite McLaren, elle était déjà là en fin de saison. Mais la continuité de la saison dernière, ça poursuit tranquillement son petit bout de chemin. Les voitures sont performantes, les pilotent bien aussi. Donc, si ça conduit comme ça, on peut aller voir, il y a une petite course, si un DNF de max, comme on a pu le voir ce week-end. Flop, la FIA. Excusez-moi. Alors, la FIA, pour plusieurs raisons. Déjà, la course, la fin de course qui est assez lunaire. Alonso, maintenant, on n'a plus le droit de freiner. Alors, certes, il décélère, mais si t'es en GT, le mec voit les lumières s'allumer derrière, devant, ou 24 heures du Mans, il n'y a personne qui crée au scandale. Donc, laissez les gars se battre. On est là pour faire de la F1, pour avoir des dépassements. On n'est pas là pour attendre qu'il y en ait un gars qui se. Un arrêt au stand pour undercut quelqu'un. Ça n'a pas de charme. Et on est au karting, tu fais ça, personne ne t'embête non plus. Donc, laissez les pilotes se battre. Et aussi, ils auraient dû arrêter, mettre un drapeau rouge. Je suis désolé. Mais une virtual safety car, ça suffit pas. Une voiture qui est à l'arrêt en plein milieu de la piste. Il suffit que tu aies deux zigotos qui se battent, qui font pas attention à la virtual safety car. Il y en a très bien qui peut percuter Russell. Donc voilà. Et flop total Mercedes aussi. Ils sont pas, on les attend. Toto Wolff qui est désabusé, il sait plus où il habite. Hamilton, alors là, il est déjà chez Ferrari, comme disait Alex en préambule. Il signe déjà ses autographes. On peut lui donner une petite voiture rouge et ça fait une troisième voiture comme l'Educati en moto. Et comme ça, on verra un petit peu de spectacle. Et Russell, malheureusement, qui avait, je pense, la voiture pour dépasser Alonso. Et pour se battre, en tout cas, pour se battre dans le top 3, top 4. Et lui aussi est un peu perdu aussi. Même si, à l'heure actuelle, chaque qualif, je crois que c'est 4 ou 5 séances de qualif, il est devant Hamilton. Donc on voit quand même la différence des niveaux entre les deux à l'heure actuelle. Et d'état mental. Oui. Ah, ça, tu fais bien de le préciser. Ok, bah merci Yo-Yo pour ses tops et ses flops. Et dernière chose, Oui. y a un truc qui m'a un peu déçu. Comme tu disais tout à l'heure, tu en parlais. Généralement, on a 7 ou 8 abandons. Et là, on a eu 3 abandons. C'est qu'on s'attend souvent à plus en Australie. Mais je pense que la position du Grand Prix aussi fait que, en fait, la position et le fait que les voitures soient de plus en plus prêtes au fil des saisons fait qu'on a de moins en moins aussi d'abandons. Avant, on avait toujours un ou deux moteurs qui explosaient, des pneus qui n'étaient pas prêts. Pour le Grand Prix, des inconnus, alors que maintenant, on a de moins en moins d'inconnus. Donc, je pense que ce Grand Prix va perdre en nombre d'abandons. Ouais, puis le premier tour a été d'une finesse et très clean. Généralement, le premier virage à Melbourne, c'est direct dans le bac à sable pour 2 ou 3. T'en as un qui finit au fond, dans les pneus. Mais je vous dis, on a perdu Latifi, on a perdu un DNF gratuit
quasiment à chaque fois. Comme je disais, il manquait Sergent pour Ah, faire un bac à sable. Ah, Sergent, ça va. Il manque une Williams, Ça. toujours. Non. Mais non, on est médisant avec eux, mais je les aime de tout mon cœur. Ok, bah merci Yo pour ces tops et ces flops. Alex, toi je pense qu'on va commencer par Ferrari en top. Si tu veux, allez. Et c'est bien pour une fois, on va être en désaccord avec mon cher collègue Yo-Yo. Non, alors en top, ça effectivement, je suis tout à fait d'accord. Je suis très content de porter ce logo-là actuellement sur moi ce soir, donc le logo Ferrari. Je suis très fier de ce week-end parce que c'est exceptionnel. Comme tu le disais, Yo-Yo, Sainz a été genre remarquable. Et Et c'est toujours quand il a des moments de pression où il donne le meilleur de soi-même, de lui-même, pardon. L'année dernière, à Imola, pareil, il avait montré, il avait fait ses preuves. Il avait juste une petite faute, mais il a les capacités pour aller chercher justement les pole positions, un petit peu comme un Valtteri Bottas. On avait parlé déjà dans les épisodes précédents. Et ça a été une masterclass. Je suis pas comme Nico, malheureusement, j'ai pas 4 écrans pour suivre les stats, mais je vous regardais un peu sur le côté, je voyais meilleur tour sur meilleur tour sur meilleur tour sur meilleur tour de Sainz. Je me dis, mais quelle consistance et en plus, quelle rapidité. Alors que le mec s'est quand même fait enlever l'appendice il y a 2 semaines. Effectivement, emmener, ça m'a fait rire parce que la caméra australienne a montré 2 supporters de Ferrari avec le clown, le chapeau de clown et le nez rouge. Et là, cette fois-ci, effectivement, il y a aucun problème. Tout a roulé, les temps au stand étaient corrects. Alors que Red Bull, c'était 2 secondes 8 des fois ou sur 2 choses. C'était vraiment l'inverse. Donc je me dis, ça a été un super mauvais week-end pour Red Bull et au profit de Ferrari. Et ça fait plaisir. C'est pas souvent qu'on voit ça. En top, moi j'aurais quand même mis aussi comme toi McLaren. Je les ai trouvés très rapides ce week-end. Franchement, Nico, bien joué pour avoir mis un Piastri dans le top 2 parce qu'effectivement, là, on n'était pas loin. Et quand tu vois la vitesse à laquelle ils allaient ce week-end, c'était tendu. On a eu des belles batailles. C'était derrière Leclerc. C'était très bon. Euh, et, euh, et moi, à l'inverse de toi, Yo, j'aurais mis quand même un top les commissaires parce que je trouve que la pénalité pour Alonso, effectivement, je suis d'accord que c'est en karting ou un truc comme ça, tu peux te permettre de faire ça. Par contre, en F1, Alonso, c'est le spécialiste des fois de freiner et de créer des accidents. Il avait fait la même avec un pilote McLaren à l'époque. Je ne sais plus qui c'était justement. Mais là, effectivement, le fait que moi, je me suis un peu intéressé de comment ça a été fait, la procédure. Ils ont regardé, ils ont comparé la télémétrie, ils ont pris un petit peu les virages précédents, le rythme. On voit qu'effectivement, il lâche le frein, il rétrograde, ce qui n'était pas dans son habitude. Après, Alonso, effectivement, s'est défendu en disant bah ouais, mais je voulais mieux sortir, etc. Sauf que bah c'est un virage où effectivement tu le prends déjà assez rapidement et c'est pas forcément là où tu rétrogrades et les points de freinage ne sont pas les mêmes. En sachant qu'un pilote, il fait quand même 50 tours, il connaît ses points de freinage, il connaît ses trucs, il sait sa gestion de l'ERS. Je trouve que là, moi personnellement, les commissaires, je trouve qu'ils ont fait leur taf. Voilà, chacun, encore une fois, peut avoir sa propre opinion. Mais en tout cas, voilà, moi, je le mettais dans mon top. Donc, c'est pas souvent que la FIA et les commissaires interviennent. Et là, vraiment, en justifiant tous ces éléments, je me dis qu'au moins pour une fois, ils ont creusé un peu leur ménage. Ils ont essayé de chercher un petit peu ce qui allait pas. Mais bon, effectivement, c'est aussi le jeu, le but de se batailler, surtout avec le père Fernando, où tu vois un Piastri, quand il se battait avec Piastri, bah, Fernando avait fermé la porte, mais Piastri, il était quand même allé, il a forcé et il a réussi à dépasser le père. Voilà pour mes tops. Donc voilà, encore une fois, très fier de mon écurie. Ça me fait chaud au cœur. En flop, j'en ai quelques-uns. Je vais commencer en premier par Steak, anciennement Alfa Romeo. C'est vraiment une catastrophe. 3e Grand Prix, 3e arrêt au stand plombé pour Bottas et en plus Zou cette fois-ci. Bottas vraiment la chat noire depuis les 3 premiers Grands Prix et en plus la Zou. Ça va pas. Et effectivement, tu vois en plus la caméra, le mec il est en train de jouer avec son petit truc en mode en problème. C'est lamentable. Surtout que c'est des choses qui doivent quand même se répéter en amont de Grand Prix, etc. D'en arriver à là, c'est quand même assez peu prometteur pour la suite, j'ai envie de dire. Au moins, la voiture est fiable, c'est déjà ça. Mais bon, c'est pas exceptionnel et ça nous fait un peu de la peine pour le père Bottas et pour Zou. J'aurais mis quand même Alonso, oui, et Hamilton, mine de rien, parce que Alonso, je trouve le petit père, quand même, il aurait pu aller chercher plus loin. Honnêtement, je le voyais assez rapide et il gérait plutôt bien ses pneus et je pense qu'il aurait pu quand même aller encore plus loin. Mais il s'est fait rattraper par les Mercedes et Hamilton,
ça a été triste, je trouve. Il avait son rythme et d'un coup, effectivement, le replay où là, le moteur se shut down instantanément, ça fait peur. Quand tu le vois lancer là. Mais alors là, c'est le moment de calme. Sauf que dans sa tête, dans la monoplace, pas exceptionnel. Donc c'est un peu triste pour lui, mais aussi chapeau d'avoir quand même mené la monoplace en sécurité pour éviter vraiment de déranger tout ça et donc faire en sorte que après un Norris puisse aller chercher mon petit Leclerc et potentiellement un P2. Donc merci Hamilton, mine de rien. Et en last flop, je dirais quand même Ricardo. Ça a été une déception ce week-end. C'est un peu le chat noir, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de pilotes qui ont le chat noir chez eux. Je pense à Leclerc à Monaco et Ricardo quand même. À chaque fois, ça a été soit du DNF, soit 6e. Et là, il ne trouve pas le rythme. J'écoutais, parce que moi je suis sur F1 TV, j'écoutais un petit peu ce qu'il se disait et tout le monde parle de, en fait, il est quand même dans l'antichambre de Red Bull. Si ça se passe pas, derrière, ça peut changer très vite. Donc, ça fait un peu de la peine pour le Ricardo, là où Tsunoda a plutôt un rythme assez élevé, comme tu le disais, Nico. C'est bon, je sais pas s'il n'arrive pas à trouver ses marques, si c'est la voiture qui est complètement différente. On en avait déjà parlé dans un podcast assez précédent, mais voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve, et ça me fait aussi de la peine pour ce grand pilote hyper talentueux qui, mine de rien, est complètement descendu en grade. Donc voilà. Ok. Merci pour ces tops et ces flops. Du coup, moi, qu'est-ce que j'avais prévu? Un peu comme vous, j'avais mis quand même Ferrari en top. Surtout que je note que l'arrêt au stand de, je sais plus qui, si c'est Leclerc, enfin celui où ils ont fait le plus rapide du week-end. Je trouve que c'est assez admirable parce que ça fait que le pilote Ferrari qui est ressorti pile devant un petit peloton. Ouais, c'est Leclerc, ouais. C'était le cas. Ok. Ouais. Ouais, la bataille avec l'Alpine et je sais plus quelle voiture, et la As, je crois. Ouais. Ok. Du coup, c'est trop bien. Smart move. En plus, ils ont écouté leur pilote parce que c'est lui qui a souhaité s'arrêter. Et en plus, sur les autres stratégies, ils ont écouté les pilotes et on voit que ça paye. Mais de toute façon, ça, comme on le dit depuis le départ, c'est l'école Vasseur, c'est la technique. Comme on le disait dans l'épisode précédent, c'est les ingés. Donc en vrai, ça suit bien son cours. En autre top, moi je mettrais l'ambiance et le public de tout ce que représente l'Australie. Tu le disais en intro off, Yo-Yo, la qualité du week-end, de prévoir des courses, d'amener des gens, de faire en sorte que ça soit vivant, quoi. Tu viens pas juste voir la course de Formule 1 ou la course de Formule 2, de Formule 3. Tu as plein d'autres courses qui se déroulent durant tout le week-end et ça fait que tu as de l'animation et tu as un record à 420 000 personnes sur l'ensemble du week-end parce qu'en gros il y a de l'animation et que tu as envie de venir voir plein de choses autres que juste de la F1. Et en autre top, j'en fais un petit troll, mais Williams. Alors, je vais vous dire pourquoi. Williams, pour moi, c'est un top ce qu'ils ont fait. Même si beaucoup le considèrent comme un flop ou comme un truc impossible à faire, et ben justement, je trouve que c'est admirable d'avoir le courage d'admettre que, en gros, ce que tout le monde pense, c'est que Albon est largement meilleur que Sargent et que si il reste une voiture dans le garage, qu'une voiture parce qu'on a détruit l'autre, c'est le meilleur pilote qui la prend. C'est tout. Enfin, en gros, c'est le courage des équipes de James Wolf de dire les gars, on a détruit la première voiture, pas grave, il reste la deuxième. Écoute, gamin, Sargent, t'es bien gentil, mais l'année dernière, tu nous as quand même coûté un bras. T'es celui qui a coûté le plus cher dans toutes les écuries, dans tout le paddock, parce que t'as craché X voitures. T'es tout le temps dernier. Des fois, t'as 20 secondes sur les deux derniers Grands Prix. Il avait 10 secondes par des Alpines. C'est pas normal. Quand Albon, il est quasiment dans le top 10. Donc en vrai, moi, je trouve ça courageux, quoi. C'est pas toutes les équipes qui auraient fait ça.
Bon, après, c'est parce qu'on a aussi une hiérarchie qui est facilitée. C'était qu'on sait que Albon, c'est le numéro 1. Là où, si demain. Alors, par contre, dans une grande écurie, comme Red Bull, je pense que Perez, on lui fait pareil. Hein. Si demain, Verstappen, il casse sa voiture. Mais en fait, le gros problème de Williams, c'est qu'il est incompréhensible qu'il n'y ait pas de troisième châssis déjà de près, comme beaucoup d'écuries, quoi. Oui, on a le manque de thunes, mais... Ah, ils misent tout sur 2026, là. Hein. Ouais, mais du coup, ça me fait dire que la stratégie globale est smart, quoi. C'est bien pensé. Ou alors, tu mets tous tes œufs dans le même panier. Ouais. Tu prépares 2026, ça passe, ça casse. Sur 2026, ou même comme il y a peut-être des évolutions qui vont apporter cette saison, ils se sont dit on fait 3-4 Grands Prix avec ce châssis-là, et par la suite on apportera des évolutions, donc ça sert à rien d'en avoir plusieurs. C'est un peu, on en parlait la dernière fois, mais sur F1 Manager, on peut voir le panel d'éléments qu'on peut faire, et ben des fois on va juste faire un châssis, tester le châssis, voir si ça fonctionne, et ça fonctionne pas, on reconstruit un autre châssis, ça prend du budget, du temps, et c'est ce qu'on attend pour en construire plusieurs, comparer deux châssis différents. Ouais, non, mais c'est sûr. Enfin, ouais. Voilà, je le posais là. Parce que on a beaucoup parlé. Ou alors, tu as une suite logique de voilà, il n'y a plus d'argent, 2026, oui. 2026, Williams déclare faillite, Andretti arrive, et hop, voilà, c'est la suite logique peut-être. Non, laisse-moi le nom. Moi, il me faut le nom, Williams. Il faut que ça résonne. Du coup, dans les flops, pour faire rapide, je pense que je mettrais Pérez. Genre, avec tout ce qui s'est passé, franchement, s'il se passe pas l'accident de Russell avec Alonso sur le dernier tour, Russell, Pérez, c'est le flop ultime de ce week-end. Genre, incompréhensible que le mec ne soit pas davantage devant et ne se batte pas dans les premières places avec la monoplace qu'il a. Sinon, le reste, en vrai, je trouvais que c'était plutôt une grosse réussite. Ouais, le petit flop quand même sur... Alors, c'est pas Steak, du coup, c'était Kick Sauber ce week-end. Ils avaient rechangé le nom. Pour info. Donc, les voitures vertes fluo, c'est eux. Et non, je pense que je vais rester là sur ces tops et ces flops. Mais en tout cas, comme on vous le disait aussi dans les épisodes précédents, on a vu aussi que la Red Bull souffre beaucoup du vent, tout comme la Mercedes, notamment dans les virages rapides. Et ça s'est vu vraiment ce week-end. Donc affaire à suivre pour les autres Grands Prix qui vont suivre, et notamment Suzuka. Si on passe du coup au classement général, et ben qu'est-ce qui se fait au classement général? Ça fait Max Verstappen premier avec 51 points malgré son abandon ce week-end. Charles Leclerc 47 points, 4 points derrière Verstappen. Perez 46 points, Carlos Sainz 40 en plus Carlos Sainz malgré l'appendicite plus un Grand Prix manqué. Norris, Piastri devant Norris, Alonso, Russell, Stroll, Hamilton, Tsunoda, Beerman, on va le nommer l'écurie Beerman. On a eu un moment, je crois que c'était il y a 2 ans quand on avait l'écurie Hülkenberg tout seul. Et tout en bas, la team à 0 points, on les connaît. Sur maintenant les classements par équipe, enfin par écurie, on a Red Bull premier avec 97 points, Ferrari deuxième à 93 points, c'est bien serré. McLaren à 55, Mercedes à 26 points. Bon, là, il commence à avoir un drop assez sévère. Aston Martin 25 points, Honda, donc on va mettre Red Bull Racing, Honda, Visa Cash qui est à 6 points, As 4 points, c'est une belle perf. Et puis après, le gang des zéros, comme on aime les nommer. Sur le week-end, il y avait aussi F2, la F2 et la F3. Donc sur la F2, la sprint race, donc la course plus courte, a été remportée par Roman Stanek, le Tchèque, et la course principale par notre formidable Français, Isaac Hadjar. Félicitations à lui, et ça nous fait dire que peut-être que Pérez, on pourra le virer au profit d'un petit jeune pilote comme Hadjar. On sait qu'il...
Moi, on Non? m'a dit que ce serait plutôt ce que j'ai pu comprendre et lire, c'est que c'était plutôt Ricardo qui était menacé euh, en cours de saison, si ça continuait comme ça, Ok. plutôt que Perez pour l'instant, mais à voir par la suite. C'est Lawson, sinon, au pire, hein, qui remplace. Exactement, ouais. Je pense que ce sera plus Lawson qui Hmm. aura sa Ah, chance. la performance de Lawson aussi. Hein. C'était à Monza, non, qu'il avait couru? Je sais plus. Ouais. L'année dernière. Et donc sur la F2, bah, du coup, si on regarde, il y a toujours Maloney qui est premier, malgré du coup un week-end un peu compliqué pour lui. Aaron, Auger et Adjar qui remontent quatrième grâce à sa super perf de victoire. Donc là aussi sur la F2, affaire à suivre. Victor Martins qui est en grosse difficulté cette année, à voir comment il va pouvoir se ressaisir dans quasiment 2 mois. Et voilà. En F3, Martinus Stenshorn qui gagne la sprint race et en course principale, Beganovic qui gagne la course principale sur Prema. Donc pareil, la F3, si jamais vous connaissez pas, c'est quand même ça se bataille vraiment dur et ça envoie des gros virages, des grosses vitesses, un peu en mode karting. Donc on vous encourage à suivre tout ça. Et sur la F3, bah, du coup, qui c'est qui est premier? C'est Browning en première place, à égalité avec Fornaroli et Gabriel Emini qui est troisième. Donc en vrai, ça se dispute pas mal. Affaire à suivre, comme on le dit souvent, pour la F3 et la F2. Bah, merci messieurs pour ce petit récap du week-end. Est-ce que vous aviez un dernier mot sur ce week-end? Et est-ce que vous avez été content de retrouver enfin un Grand Prix avec des gens, avec du public? Parce que les premiers Grands Prix, c'est pas forcément ça. Ouais. Moi, je suis content, mais je suis un peu déçu. Alex parlait de F1 TV Pro, et donc il y a encore l'application, j'imagine, avec l'abonnement. Et Canal devait sortir justement F1 TV Pro pour ses abonnés. Et ce n'est toujours pas le cas. Et on parle d'une communication qui est comme catastrophique parce que c'est les gens qui ont lancé Canal pour leur demander où c'en était. Ils ont dit que c'était pas disponible. Ouais. Et c'est vrai que Moi, je suis bien sur mon F1 Pro. Et en plus, le plus drôle, c'est qu'il y a eu cet élément-là, et j'ai eu la confirmation de mon prélèvement à ce moment, pendant le Grand Prix. Donc, je me suis dit, voilà, c'est vraiment le comble, quoi, du week-end. Mais c'était sympa, et ouais, je l'aime bien, c'est Gaëtan, c'est ça, hein, ouais. Gaëtan Vigneron, je l'aime, si vous ne je connaissez l'aime bien. pas, c'est le commentateur officiel de F1 TV qui en fait, F1 TV reprend le flux. Enfin, c'est plutôt la RTBF qui reprend le flux de F1 TV. Et du coup, c'est le commentateur officiel belge pour la F1. Et il est exceptionnel. Il est exceptionnel parce qu'il a plein de fun facts en dehors du scope de la F1 sur, voilà, je sais pas, bah là, l'hélico ce week-end, c'est ça, et, et il te dit, ah, mais j'ai croisé des trucs dans les paddocks, il m'a dit que machin, que bidule. Là, il disait, oui, j'ai un de mes gars qui m'a confirmé comme quoi, effectivement, il y a des discussions entre Mercedes et Verstappen, ça a avancé, et que potentiellement Adrien Newey. Voilà, il y a toujours les petits trucs, les petits gossips, et j'aime bien sa façon d'être. Il a la pêche, et c'est toujours des petits fun facts qui font qu'un Grand Prix est moins rébarbatif, j'ai envie de dire, même si là, l'Australie, ça ne l'a pas été. Ce qui n'était pas arrivé depuis un moment, quand même, il fallait le souligner. Et voilà. Et effectivement, il y avait Gunther Steiner cette fois-ci, là, qui est interviewé aussi chez Canal. Ça fait bizarre d'avoir des interviews de Gunther à croire qu'il va choper l'info et qu'il va les revendre à As. Eugene, j'ai chopé une info là, ça vas-y, appelle-moi. Comme ça, c'est balèze. Donc voilà. Ah ouais, le brave Kuttner, il est trop bien. Le brave Gunther. Oui, et puis en plus, à savoir que ouais, sur Canal, ils avaient quand même annoncé ça depuis longtemps. Donc c'est quand même bizarre que ça soit pas arrivé plus tôt. Mais oui, et d'ailleurs, la fun fact, moi, qui m'a fait rire de Gaëtan Vigneron, du coup le commentateur belge, c'est que officiellement, c'est lui qui ramène des chocolats à Lewis Hamilton. Parce que Lewis Hamilton a ses chocolats favoris, qui sont des chocolats vegan belges. Et en gros, il fait des commandes à Gaëtan Vigneron qui lui rapporte lorsqu'il va commenter les Grands Prix. Le dealer de chocolat, quoi. C'est incroyable. C'était fun fact, moi, m'avait scotché. Ah bah, il a pu prendre le temps d'en manger ce week-end quand même. Hein. Ah bah là, oui. Il y avait le temps, oui, en effet.
Merci messieurs. Alors, pour le prochain, on va passer du coup au sujet focus. Sujet focus sur le format des qualifications. Est-ce qu'on ferait pas un petit retour en arrière? Pourquoi on avait ce sujet-là sur la table? Parce que, en fait, le sujet des qualifications, il est très ancien, qu'on n'a jamais vraiment trouvé un peu la formule magique. Là, il y en a une qui dure quand même depuis quelques années. Et ça évolue au travers du temps. Et on a des formats un peu favoris. Et surtout que sur les qualifications, des fois, on peut se retrouver un peu à s'ennuyer. Parce qu'en ce moment, on va pas se mentir, depuis 2 ans, la recette est la même. C'est-à-dire qu'il y a du spectacle, mais à la fin, c'est toujours Verstappen qui gagne. Surtout la qualification. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas, côté FIA, réfléchir à un retour en arrière ou à un nouveau format de qualification, si vous en avez un en tête? Pour vous faire le petit historique, j'ai trouvé un très beau site qui le résume. Donc, dès 1950, il y avait 2 séances pour la pole. Ensuite, en 1996, donc ça a quand même duré un petit bout de temps, entre 1950 et 1996 quand même, c'est que en gros, ça récompensait directement le pilote le plus rapide. Donc il y avait une séance le vendredi et une séance le samedi, et celui qui réalisait le meilleur temps, tout simplement, il était qualifié. Donc il était qualifié en pole. Donc ça mettait, il n'y avait pas de restriction de pneus, le carburant pareil, tu étais juste chronométré et tu devais faire le meilleur tour. Ensuite, en 96, on est passé sur 1 heure et 12 tours maximum. Donc c'était un format un peu bizarre, où en fait, du coup, c'était la première fois où on mettait directement les qualifs dès le samedi, et c'était 1 heure chrono, et le but c'était de faire le tour le plus rapide, et dans la limite de 12 tours. C'est-à-dire que pendant 1 heure, on pouvait tourner, mais il fallait faire le meilleur chrono, et on prenait le meilleur chrono au bout des 1 heure ou des 12 tours. Donc clairement, c'était les meilleurs qui surdominaient, parce qu'en gros, au niveau stratégie, t'attendais que la piste, elle se gomme un peu. Donc autant vous dire que sur 1 heure, on se faisait quand même un peu chier de les 30 premières minutes. Ce qui a ensuite, du coup, fait passer le format sur un tour chrono le vendredi et un tour chrono le samedi. Donc on est revenu un peu à l'ancienne formule, mais sous le format un peu plus moderne, on va dire. Donc en fait, c'était, comme je vous le disais, en fait, c'était pour éviter les écuries qui sortent du garage qu'à la fin, et parce que la piste elle est bien sèche, ou alors qu'elle a été gommée, ou qu'on a attendu des événements météorologiques favorables. Donc la FIA elle a décidé d'instaurer le tour unique. Vous avez un tour, one shot, et vous devez faire le tour chrono parfait. C'était quand même assez osé comme challenge. Ensuite, il y a eu des petits changements. Il y a eu 2 tours chronométrés au lieu d'1, ce qui permettait en fait de pouvoir quand même faire un tour lancé et voir comment ça se passait sur la piste. Après, il y a eu des nouveaux formats pour passer sur des courses directement, donc un peu comme le format sprint. Et ça, c'était embryonnaire. Donc ça a donné en fait lieu au nouveau format sprint qu'on voit dans quelques grands prix. Après, il y a eu le tournant. Donc le tournant, c'est en 2006, où en gros, on a eu Q1, Q2, Q3. Donc le format que vous connaissez actuellement. Si vous êtes fan de F1 ou que vous connaissez des fans de F1, vous connaissez le fameux Q1, Q2, Q3. Q1, il y a les 20 pilotes qui s'affrontent. On en retire 5, c'est ça? 5, pour avoir les 15, le top 15 en Q2, et ensuite le top 10 se bat sur la Q3. Donc, c'est un format qui tourne depuis 2006, mais qui a été aménagé entre-temps, c'est-à-dire qu'il y a eu des différentes variantes. Avant, on avait le droit de remettre de l'essence. Il y a eu des moments où il n'y avait pas de restriction sur les pneus. On a eu un découpage différent, c'est-à-dire qu'au niveau du timing, vous aviez en fait des temps différents. Donc, il y avait les 15 minutes, 10 minutes, 12 minutes, en fonction de la qualification, Q1, Q2, Q3. Donc aujourd'hui, on est passé sur un format qui est assez standard et qui fonctionne plutôt bien. Mais en fait, on peut se demander, est-ce qu'il n'arrive pas aussi à court? Parce qu'au final, souvent, c'est toujours les mêmes qui se battent. Et toujours les mêmes qui partent. Déjà, dès Q1, on a toujours à peu près les mêmes écuries qui partent. Dès Q2,
ça commence à être un peu plus serré. Mais Q3, en fait, aujourd'hui, avec l'hégémonie et la performance de Max Verstappen, est-ce qu'on n'arrive pas un peu au bout? Parce qu'à chaque fois que la qualification a été remise en cause, c'est parce qu'il y a eu une domination trop importante d'une des écuries. Il y a eu Ayrton Senna, après ça a été Michael Schumacher. On y a repensé. Les différentes variantes qu'on a eues, c'est quand Red Bull d'abord, puis Mercedes ont commencé à dominer le plateau. Est-ce que là, aujourd'hui, selon vous, on n'arrive pas à une formule où on va devoir revoir le système de qualification? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Peut-être Alex? Ouais, moi je trouve que on pourrait jouer à faire des formats différents en fonction d'eux. On sait qu'il y a eu la sprint, on sait que voilà, il y a des choses qui sont faites pour essayer encore une fois d'amuser le public, hein, c'est la F1 des temps modernes, j'ai envie de dire. Euh, Moi, je suis un grand partisan du one tour, Moi du un aussi. tour. Ça me fait un peu penser au F1, au jeu F1 où voilà, t'es là, tu fais allez, vas-y, un tour, tu donnes tout. Est-ce que tu as fait ton setup? Non, mais bon, t'y vas, tu donnes tout et c'est parti. La séance de voilà, 10-15 minutes, ça dépend avec le timing dégressif en fonction de la qualification, c'est pas mal. Moi, j'aurais bien aimé voir un format. Alors, je crois que je l'invente, hein, on est là aussi pour être un peu créatif, et on est créatif chez les seniors. Moi, j'aurais bien aimé faire un autre format dans le sens où, justement les anciens formats, on parlait en partant du championnat, du classement championnat ou du classement constructeur ou de choses comme ça. En fait, moi, j'aimerais bien faire une séance de qualif où en fait, effectivement, les voitures les mieux classées dans le championnat commencent en premier. Tu as qu'un tour où tu peux avoir peut-être 5-6 minutes parce que du coup, c'est des voitures où la piste n'est pas encore assez chauffée, mais donc du coup, comme c'est des voitures plus performantes et d'autant plus aujourd'hui que dans le passé, ça pourrait potentiellement rééquilibrer avec peut-être des voitures du bas de classement qui, peut-être dans un cas, partiraient plus tard avec une piste plus chaude, mais par manque de savoir, enfin de pilotage, etc., et de performance, seraient peut-être à équivalence avec un midfield. Et après, ce serait un départ complètement fou en piste. Voilà. Petite proposition, si jamais quelqu'un bosse à la FIA parmi nos chers téléspectateurs et auditeurs, voilà, on peut faire passer ce mot. Mais comme tu le disais, Nico, je pense qu'il y a un peu de temps de changer, de trouver quelque chose de plus innovant. Il y a eu quelque chose là récemment, les éléments qui ont été tentés, c'est avec les pneus, voilà, faire Q3 en hard, Q2 en medium, Q1 en soft. Sauf qu'on change pas, encore une fois, le format c'est toujours les mêmes écuries, comme tu le disais, hein, qui sont dans le Q1 quasiment. Quelques petites surprises de temps en temps, mais la recette, c'est la même. Et donc, du coup, jusqu'à peut-être 2026. Donc, ça manque d'originalité ou de quelque chose qui ferait que, voilà, on est sur une autre base. Pourquoi Ok. pas un setup préfet, quelque chose comme ça, voilà, imposé parce que tout le monde peut régler un petit peu le format, mais avoir, voilà, je sais pas, imposer une hauteur d'aéro à l'arrière et peut-être régler ce genre de choses pour essayer d'avoir quelque chose justement de plus équilibré. Je ne sais pas. Ok, bah, à voir. Et toi, Yo-Yo, t'en penserais quoi de ces formats? Alors moi, je suis comme Alex, partisan du un tour. Alors pour différents éléments, donc il y a l'aspect technique comme dit Alex, mais je verrais plus pas niveau classement, mais plus un tirage au sort en mode Royal Rumble comme au catch, où tu tires ton numéro et on te dit tu pars en qualif à cet endroit-là. Alors je m'explique pourquoi. Parce que le problème c'est que quand tu pars premier, admettons il fait beau, t'as de la chance, et par contre si t'es dernier à passer, t'as la pluie, et là, faut t'as pas de chance pour les petites écuries qui se retrouvent malheureusement encore au fond. Et pareil, il peut très bien faire. Par exemple, on prend aussi les circuits où on commence les qualifs quand il fait jour et où on termine quand il fait nuit. Généralement, la température descend, donc ceux qui sont favorisés seront les premiers à passer aussi de ce côté-là. Mais pareil, partiant du un tour, et aussi le fait qu'on puisse voir aussi tous les pilotes s'exprimer. Là, quand tu regardes la Q2, Q3, on va regarder les Verstappen, les Ferrari, les McLaren, mais tout le midfield et la fin, on les voit jamais à la télé, donc je trouve ça dommage aussi. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, ça pose la question. Tu parlais de la télévision et c'est pour ça que je rebondis dessus. C'est que
ce qui se passe aussi dans le format actuel, c'est que là, ils ont essayé de prendre des mesures pour essayer de le réduire, mais souvent, tout le monde se lance vers la dernière minute, ce qui crée un bouchon, et au final, en fait, il n'y a pas de suspense. Parce qu'en fait, il y a tellement de voitures que en fait, ça bloque le passage de tout le monde, et en fait, il n'y a pas vraiment de performances qui sont obtenues. Et ça devient même dangereux, hein, surtout à Monaco, ce genre de choses, où là, c'est le bouchon assuré, et c'est plus dangereux qu'autre chose, quoi. Ouais. Ou alors un partisan de qualification sans DRS et sans électricité. Exactement, j'allais y venir justement, c'est ce que j'allais dire. Pas de DRS, parce que DRS, en fonction de l'aileron, on voit Red Bull gagner 20 km/h sur tout le monde. Et pareil pour l'électricité, one shot, sans DRS, sans électricité, et là tout se fait au talent. Ok, donc en fait, si on résume, on a le format parfait pour les seniors de la F1, ça serait un tour top chrono. Est-ce qu'on met un tour ou 2 tours ou des minutes? C'est-à-dire, tu as 3 minutes sur la piste pour faire ton tour, enfin, pour faire le meilleur tour. Ouais. Tu peux avoir un temps maximal de chauffe Ouais. sur la sortie des stands, Ouais. et tu t'élances. Exactement, ouais. Ça pourrait être pas mal, parce qu'aujourd'hui, ils doivent aussi respecter un temps quand ils reviennent derrière de je sais plus combien de C'est secondes 110% après. du temps. C'est ça. Donc, si ça existe déjà, autant en profiter, hein, j'ai envie de dire. Après, Nico, on t'entend aussi pour tes idées. Hein, Exactement, ouais. Ah, ouais, alors. Ah, le sourire, ça y est. Le padré. Non, mais moi, j'aime bien l'idée du tour chrono, j'avoue. Mais en gros, je serais pour un Battle Royale. En gros, pour moi, ça serait insane. Genre, la qualification, c'est un tour. Enfin, tout le monde fait un tour. Soit c'est un tour chrono et on élimine le dernier. Donc, du coup, la qualif, elle est quand même assez longue. C'est-à-dire que ça dure quasiment 1 heure. Où en gros, chacun s'élance l'un derrière l'autre. Et au fur et à mesure, le dernier, en fait, il perd. Il est classé à l'endroit où il arrive. Soit il y a ça, soit il y avait un format qui m'intéresse, que j'avais déjà lu quelque part dans un commentaire, je crois. C'était un format où en gros, tu as pareil en mode Battle Royale, mais genre en course sprint. C'est-à-dire que tu as une course. 2016, je crois. 2016, ils l'ont fait pendant 2 ou 3 courses. Ouais, 2-3 si ma courses. mémoire est bonne. Et ils ont arrêté parce que c'est vraiment n'importe quoi. T'as ceux qui étaient vraiment devant, qui ralentissaient pour éviter d'user leurs pneus. Mais c'était en 2016. Si je me Mais trompe c'est pas. incroyable. Enfin, l'idée est folle parce que avec les monoplaces modernes, déjà qu'elles sont larges, etc. Enfin, ça donne un côté tactique qui est assez intéressant. Mais j'avoue que le côté, j'aime bien un peu les formats quand même Q1, Q2 parce qu'il y a une certaine forme de suspense pour celui qui est juste avant. Et justement, en fait, le suspense, il est créé par celui qui va être éliminé. C'est-à-dire celui qui va sortir de stop. En fait, on s'en fout. Par exemple, dans Q1, quand en Q1, le mec, il est 10e et qu'il est assez stable, même pour les 5 premiers, des fois, il s'élance un peu pour du beurre, quoi. Ou alors pour rajouter de la densité sur la piste. Mais je trouvais ce sera intéressant de faire un tour one-shot. Tu t'es foiré. Ça se trouve, il y en a un autre derrière qui s'est foiré. Et c'est finito pipo, t'es classé, quoi. Ce qui fait qu'en gros, les pilotes ne peuvent, et ça vous rejoint, les pilotes ne peuvent plus rejeter la faute sur les autres pilotes aussi. Ce qui fait qu'en gros, si tu es sur un tour, en gros, tu peux pas dire oui, mais celui de derrière moi, il m'a ralenti ou il m'a gêné dans tel virage. Fini. C'est toi, la machine. Où il a fait la spie. Voilà. Où il a fait la spie, ouais, exactement. Et dans l'idéal du format, oui, je vous rejoins totalement. Pas de DRS, pas d'assistance électrique. On joue à la puissance pure et au pilotage. Format qualification comme ça. Et après, après, je pense que ce serait les règles les plus simples. Et alors, si vous voulez rigoler, tu les mets tous en pneus pluie. Comme ça, au moins, tu es sûr que là, ils peuvent pas faire pas mal de tours. Ils peuvent faire juste un tour. Voilà. Là, après, les pneus sont morts. Mais bon, ce n'est pas environnemental friendly. En plus, non mais alors l'avantage de la course un tour, c'est que côté écologie, en fait on réduit aussi le nombre de pneus utilisés, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là sur une qualification complète, Q1, Q2, Q3,
bah, c'est au moins 2 trains de pneus, quasiment. Alors ça dépend pour lesquels, 2 trains de pneus à chaque fois par Q1, Q2, Q3. Donc ça dépose un peu de gomme quand même, cette affaire. Et vous vous souvenez à l'époque où on partait on faisait la Q3 avec le plein d'essence pour le début de la Ouais. course. Ah oui. Et comme ça, Pas le même poids. Comme Il ça, fallait calculer. t'abusais pas non plus sur ce que tu pouvais aller chercher. Exactement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu cette période-là, mais je sais plus trop quand ça a été. Mais oui, oui, je vois de quoi tu parles. Mais en fait, 2017-2018 ou un truc comme ça. ouais, il y a eu des tests. Franchement, si vous voulez vous replonger dans l'historique, on pourra vous remettre le lien. C'est sur Motors Inside. Et en vrai, il y a tellement de formats qui ont eu lieu, des tests, que des fois c'est à s'y perdre aussi de ce qu'il y a eu. Mais n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou à nous faire vos retours sur Insta sur quel serait pour vous le meilleur format de qualification, celui qui vous donnerait peut-être aussi des fois envie de suivre les qualifications, parce qu'on sait que contrairement à un Grand Prix, bah, les qualifications c'est un peu boudé des fois par beaucoup de gens, alors que en vrai des fois c'est assez stylé de regarder, surtout le Q1 Q2 je trouve qui est assez intéressant à regarder dans les stratégies qui se mettent en place. Donc Sinon, on fait comme un voilà. NASCAR ou une IndyCar et on parle pas en temps, mais en moyenne de km/h. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais, mais là c'est chaud. Bah après là ça Pourquoi une m'avantagerait. McLaren? Exactement, une Williams ou une McLaren serait plus en avance qu'une Red Bull. Et cette année ça serait la Haas, hein. La Haas on n'en parle pas, mais la Haas C'est vrai qu'elle est rapide. Hein. Ouais. c'est pendant le Grand Prix là où Albon il a dit à la radio que la Haas elle traçait quand même. Ouais. Parce qu'il se sentait menacé derrière et bah, du coup il s'est fait doubler aussi par Hülkenberg et Magnussen. Ouais. Donc ouais, ça serait pas trop mal. Bah après ah mais tu fais ça sur la vitesse moyenne surtout sur un tour, c'est ça? Sur un ou deux tours, ouais. Ok. Ouais, ok. Bon, pourquoi pas. Affaire à suivre. Est-ce que vous aviez d'autres retours sur le système de qualification? Mis à part si on veut encourager les gens à le regarder le samedi. Hop, on attend changement. Est-ce qu'on attend Test. le changement ou est-ce que du coup est-ce que la réponse avec la course sprint est selon vous un bon truc? Parce qu'il y a eu ça aussi à un moment. C'est qu'on fait une course intermédiaire pour identifier la qualification. Ça fait plus de mal qu'autre chose, mais après, parce que tu abîmes plus ta boîte, tu abîmes plus ta monoplace. Déjà qu'en plus, là, on rajoute des circuits. Ce qui est pas facile pour toutes les pièces moteurs, c'est dommage. Mais après, Ouais. voilà, point de vue personnel. Mais Je suis d'accord avec Alex, c'est quand tu regardes le MotoGP, aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui regardent les qualifs, la course, mais la course, le sprint, c'est vrai que tu t'y perds, tu sais pas quoi regarder de ton week-end, tu as trop de choses en fait, je trouve. Et même, ça perd comme le charme de la qualif en elle-même. Parce que la qualif, ce qui va compter, c'est ta course sprint. Alors que normalement, justement, c'est le pilote le plus rapide sur un moment T qui donne le résultat. C'est vrai. Bah du coup, on en revient je pense que la conclusion ultime pour ce sujet focus, ça serait de dire bah si on a fait le tour du sujet, en fait la qualification, quand vous vous qualifiez quelque part, c'est que vous avez fait le meilleur quelque part et en fait, c'est pas que vous avez fait le meilleur tour en Q1, en Q2, en Q3, c'est que vous avez fait one shot meilleur tour ou sur un temps donné le meilleur tour. Si on résume, c'est un peu ça. Parce que, en fait, ce qui nous fait mal aussi, et c'est pour ça qu'on a amené ce sujet focus ce soir pour vous, c'est que si on reprend le Grand Prix de Jeddah, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 jours à Jeddah? Bah, Leclerc a signé le meilleur tour sur le circuit en Q2, mais c'est quand même Verstappen qui a été qualifié parce qu'en Q1, c'est lui qui a gagné, qui a fait le meilleur tour. Mais même si ce meilleur tour était moins bon que celui de Leclerc en Q2. Donc, ça emmène quand même à débat, tout ça. Et bien, très bien. Et ben merci, messieurs, pour ce sujet focus. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous laisser vos commentaires pour élire votre meilleur format de qualification. Et si vous avez des idées ingénieuses aussi,
J'avoue qu'il y avait déjà eu des idées comme le tirage au sort, mais pour le coup, en mode chance. Il y avait eu le format e-sport aussi, qui avait été Commence à pensé. sais, ouais. Il y avait le format on fait ça sur AI Racing et puis let's go. Donc, et où il y avait aussi l'histoire de inverser les voitures, c'est-à-dire que tu tirais au sort une voiture et c'était le pilote qui se qualifiait avec la voiture. Ce qui fait que, en gros, Verstappen tire une Ferrari, il fait exprès d'être 20ème, comme ça c'est la Ferrari qui récupère la 20ème place. T'avais des idées un peu farfelues comme ça. Donc voilà. Donc, amis de la FIA, si jamais vous nous entendez, on veut le retour du one-shot qualification. Eh bien, merci, messieurs, pour ce sujet focus. Ça va être le moment qu'on attend tous. Les pronos, mais juste avant, présentation du circuit. Dans 15 jours, ouais, c'est ça, dans 15 jours, on s'envole direction Suzuka, au Japon, donc du 5 au 7 avril, toujours du matin. Donc là, c'est bon, fini de régler le réveil à 5 ou 4 heures du matin. Là, ça sera du bon 7 heures du matin avec les croissants chauds et un bon café. Qualification à 8 heures du mat. Bon, si vous suivez les essais, c'est là où ça piquera peut-être un petit peu quand même. 4h30 du mat pour le practice 3 et le practice 1 et 8h pour le practice 2. Donc Grand Prix le 7 avril. Sur le Grand Prix de Suzuka. Grand Prix de Suzuka, une seule zone DRS, ce qui va être quand même à penser pour nos promos, c'est-à-dire que des voitures comme les Red Bull qui profitent énormément du DRS auront qu'une seule ligne de DRS, donc ça va être quand même assez intéressant de suivre. Suzuka, Grand Prix mythique avec des grands lacets et des énormes courbes à aller en pleine vitesse. On rappelle que les Red Bull et les Mercedes souffrent beaucoup du vent et que la Mercedes s'emporte un peu dans les virages rapides. Peut-être affaire à suivre pour les pronos. Premier Grand Prix en 1987, 53 tours, 5 km 8 de long, un tour record en 1:30,983 par Lewis Hamilton en 2019. Messieurs, qu'attendez-vous de ce Grand Prix de Suzuka avant de passer au prono? Est-ce que vous attendez une course intense, une course avec plein de DNF? Est-ce que vous attendez de la casse? Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier? La pluie, comme chaque année, j'ai envie de dire. Même si c'est pas en octobre, on est quand même dans une saison où il pleut comme au Japon, donc on risque aussi d'avoir de la pluie dans 2 semaines. On gagne comme 1 heure, je pense que on l'oublie, mais on change d'heure la semaine prochaine. D'habitude, c'est en octobre, c'est week-end où on gagne 1 heure, on dort 1 heure en plus. Là, on dort 1 heure en moins. Donc, il ne faut pas oublier, faut pas mettre son réveil à 9 heures, mais à 8 heures, comme tu le disais. Mais sinon, ouais, des safety cars, comme il y a eu toujours. Il y a quand même une meilleure organisation de la part de la FIA. Tout à l'heure, Alex en parlait sur tout ce qui est Alonso, mais aussi sur les drapeaux, etc. C'est vrai que sous la pluie, ça a mal été géré ces dernières années. Si on pense encore à Gasly avec le tracteur sur le côté, ou même on voit quasiment rien, il faudra y gérer avec la pluie. Et sinon, du spectacle, un circuit à l'ancienne, comme on adore, donc tout doit être réuni pour que Sainz gagne à nouveau. Oh, 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 oh. Ça balance déjà le prono dans le prono ici. Alex, est-ce que tu attends quelque chose de particulier de Suzuka? Bah écoute, tu vois, je regardais la météo. Alors je vois que là il pleut, mais que ce week-end il fait 18 degrés et soleil. Donc je me dis, waouh, super. Et je vois que les prévisions, même si c'est pas possible dans 2 semaines, sont de la pluie et surtout des rafales à 40 km/h. Ah oui. Donc ça c'est bon ça. En sachant que Verstappen l'année dernière, il a quand même mis 20 secondes, hein, et que c'était Verstappen et ensuite le doublé McLaren, Lando Oscar et Charles Leclerc juste derrière. En sachant qu'entre Verstappen et Leclerc quatrième, il y avait quand même 43 secondes. C'est quand même chez lui. Mais je me dis qu'avec des rafales de vent, ça change tout. Ça change tout. Ça peut tout faire.
Donc je vois bien, c'est vrai qu'on fait nos pronos quand même 2 semaines à l'avance. Il faut voir ce qui se passe. Ouais, donc je vois Ouais. bien là, encore une fois, Ferrari on top. Ah oui, ça Ah oui, balance. de là les mettre premiers? Ouais. Cette fois-ci, je suis confiant. Ok. Ok. Si jamais ça vous intéresse tout ce qui est données ou suivre en temps réel la météo, on vous recommande ce petit site qui s'appelle windy.com. Et en fait, dessus, vous pouvez avoir, bon, vous pouvez le faire sans vous connecter à un compte payant. Et en fait, dessus, vous avez en temps réel tout ce qui se passe en termes de prévision météorologique. Donc, accumulation du vent, radar, satellite, etc. Et souvent, je sais que je vous envoyais des captures d'écran de ce site-là pour vous dire, bon, bah là, dans 1 heure, il pleut. Et effectivement, bah, il pleuvait. Ce qui me force à dire, j'ai raté ma carrière d'ingénieur F1. Mais en gros, ça fonctionne plutôt pas mal et c'est assez précis. Voilà, parenthèse faite. Donc oui, on suivra avec attention l'évolution de la météo. Mais comme tu le disais, cher Alexandre, oui, il va falloir faire vos pronos pour Suzuka 2 semaines en avance. Du coup, qui c'est qui commence? Bah c'est Yo-Yo. Yo-Yo, je t'écoute pour la pole position. Pole position. Allez, Leclerc. Aïe, aïe, aïe. Mm. Alex? Ouais, tu me rajoutes. Oh là 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 là. Je sens là du vent. Verstappen pour moi. Ah, il veut ses points. Il veut ses points. Non, mais je le vois bien. Je le vois bien. Je vois bien le faire. P1 pour toi, Yo-Yo. Alors, malgré le vent, je mets Verstappen, Honda, on est au Japon. Il est obligé de gagner avec son moteur parce que sinon, c'est pas possible. T'as un autre moteur Honda aussi sur la grille. Hein. Ouais, mais c'est pas le même. C'est pas une voiture qui est imbriquée dedans. Yuki, ça serait quand même pas mal, t'imagines? Japonais, il gagne. Il finira premier, mais grâce au DNF, tu vois, c'est différent. Aïe, 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 on est dur. Alex P1. Moi, je vais rester sur Leclerc. Moi, Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. moi, je vais mettre. Oh, j'aimerais trop le back-to-back. Sainz. Libéré, tu vois. Le mec a quand même eu un gain de poids et donc du coup de vitesse. Hein, non. Non, mais il peut s'envoler là. en vrai, pour répondre, du coup, des fois aussi, il y a eu des questions qui ont été posées, c'est de se dire, bah, en fait, pourquoi il est si libéré que ça et pourquoi Ferrari le conserve pas. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es un pilote, que tu sais que tu n'as pas de baquet d'assurer l'année prochaine et que tu sais qu'au début de la saison, bah, t'as plus rien à perdre en fait. Donc, let's go, tu lâches les chevaux et il cabre tout seul, si on peut faire le jeu de mots. Mais oui, là, il a rien à perdre. Il est trop fort. Il a un organe en moins. Enfin, il est solide, le type. Et on en revient à ce qu'on disait lors du premier épisode de la saison, quand on disait le move très smart de Vasseur et de Ferrari, d'annoncer dès le début de saison qu'ils vont signer un autre pilote à la place de Sainz. Donc voilà. P2, Yo-Yo. P2. Sainz. Ok. Attention, parce que tu as mis Paul Leclerc et pour l'instant, il n'est toujours pas. Ouais. Ah là là, ça sent le DNF. Oh, non. Non. Alex, Non. qui en P2? Verstappen. Ouais, je le vois finir quand même la course. Ok. Avec le meilleur tour. Mais. Ok. Le point. Ça me ferait plaisir de le mettre, mais. Allez, je le mets. Norris. J'aimerais trop. Ouais. J'aimerais trop le voir. J'aime trop voir le podium de ce week-end. Moi, il m'a fait tellement plaisir.
tu vois que c'est des types qui s'adorent et qui ont envie de partager. On veut ça. Yo-yo? Leclerc en P3. Sainz. Aïe, aïe, aïe. Mm. Oh putain. Pérez. Pérez pour moi. Ouais, je me tâtais aussi, mais je me dis que s'il pleut, je vois Sainz plutôt sur le podium. Ouais. Ouais, c'est pas faux. C'est l'âme du rallye. DNF pour toi, yo. Yuki, et je vais insulter toute la planète entière. Les insultes en 4K. Chez lui. Aïe, 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 c'est terrible. Ouais. Alex? J'ai pas envie de jouer à la facilité avec le Williams, tu vois. Non. Parce que ça, c'est vraiment c'est même pas un quart de point, du coup, tu vois, parce que ce serait trop facile. C'est un Aïe, bon aïe, DNF, là, aïe. c'est non partant, tu vois, c'est comme le cheval. Oui, qui c'est va- vrai. Oui, c'est vrai. Je vois bien une Mercedes, tu vois. Je vois bien un Russell, quoi. Russell. Une petite panne. Je lui fais, aussi, là. je fais la parenthèse comme ça, mais il faut savoir que le problème d'Alpine aussi, c'est qu'ils n'arrivent pas à tourner dans certains virages. Ah oui, On- mais en fait, c'est soit Russell, soit On remet, Stroll, tu on remet vois, vite fait comme ça mais- le visuel du Grand Prix de Suzuka. Le virage 11, complètement U, où t'as quasiment pas d'angle. Ouais. C'est soit Russell, soit Stroll, de toute façon. Stroll, il faut qu'il tourne un peu la pelouse, là. Mais je suis d'accord avec toi sur Russell, c'est vrai que j'ai réfléchi aussi, je me dis, Hamilton a pris le moteur. Russell, Mm. il va avoir un moteur à quelques tours en plus. Après, je Ça voyais pourrait quand être même bien aussi Hamilton, parce que là, Hamilton, il a quand même été souvent dans le gazon hein, en Australie, et ça lui ressemble pas du tout, quoi. Ouais. Surtout le virage 1, là, où il a tiré un Ouais. peu tout seul, Ouais. un peu droit. Mm. Avec un peu de vent, je me dis à 40 km/h, tu freines, la voiture, elle est pas... Ouais. Bon, en tout cas, moi, je vous mets Verstappen en DNF. Allez. Le back-to-back DNF et le back-to-back victoire. Je vous l'annonce, Verstappen, ça sera la pole. Leclerc, ça sera 2 en qualification. Leclerc, dans le virage rapide, arrive à rattraper Verstappen. Le double. Mais l'ego de Verstappen est tellement élevé qu'il se croit sur iRacing et il accroche Leclerc. Les 2 DNF. Les gens sur le chat, il n'y a pas quelqu'un qui sait comment on fait un clip, parce que j'ai envie d'enregistrer ça et de le ressortir. T'inquiète. Je ferai le clip. Je vous l'enverrai. Vous pensez pas ça réalisable? Je sais pas, moi je vois juste un Verstappen deuxième parce qu'il a trop joué à Racing le matin même et il est décalé pour la course. Ouais, Je me dis, non. s'il veut flex, il a qu'à faire de la première, enfin de la super Formula s'il y a un truc le week-end de Suzuka. Hein. Ouais. Non, mais je suis confiant. Ok. Mon équipe, je suis confiant. Et ben, partons sur ça. On verra dans 2 semaines si Mm. qui a raison et qui remportera peut-être le gros lot. Il n'y a pas que la F1 dans la vie, il y a aussi les sports mécaniques aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Alors déjà, fantastique Grand Prix du Portugal en MotoGP. Pourquoi on l'a retiré de la F1, le Grand Prix du Portugal? Je ne sais vraiment pas trop pourquoi. Parce qu'en vrai, il est quand même assez stylé. Il y avait eu beaucoup de monde là pour le Grand Prix de MotoGP. C'est le record d'affluence. Je crois que c'était 125 000 personnes au total sur tout le week-end. Ouais. Et donc, la course principale qui a eu lieu dimanche, remportée par Martin. Bastianini deuxième et un super pilote. C'est son deuxième Grand Prix en MotoGP qui est Acosta et il est incroyable. Les dépassements qu'il a fait, il a quand même doublé les champions du monde en titre avec Bagnaia et Marquez. Ouais. Et il a doublé ces deux-là, mais d'une facilité, mais dans des virages en plus qui sont impressionnants. T'avais suivi toi Alex,
le Non. Grand Prix MotoGP. Bah Yo-Yo, qu'est-ce que t'en as pensé toi du Grand Prix MotoGP? Alors moi, je me suis régalé du début jusqu'à la fin. Je pense qu'on a tous vu le crash gate entre Marquez et Acosta. Euh, Bagnaia. Bagnaia, ouais, exactement, Bagnaia. Incroyable pour moi. Bon, après, chacun aura son avis. Les fans de Bagnaia vont vous dire, ou les anti-Marquez plutôt vont dire Marquez a un tort. Et les gens comme moi vont vous dire Bagnaia a poussé Marquez par terre. C'était mémorable. On a eu une course aussi à un Martin qui a quand même eu peur, hein, même il a pris la distance à la fin, mais au début, je crois, les trois premiers finissent à 1 seconde 2 les uns des autres. Donc il y a quand même une certaine distance, il y a très peu de distance. Et puis on a notre cher Quartaro qui bénéficie des chutes, notamment la chute de Vignales aussi, suite à une panne. Qu'on ne sait Ouais, expliquer. Il fait la moto la ralentit, il réaccélère et il s'envole. On ne sait pas comment. Ah, c'est vrai que c'est. Bah, apparemment, de ce qui a Spectaculaire. été annoncé sur Vignales, il y a eu une rupture à un endroit mécanique. Et genre, d'un seul coup, sur les espèces de lignes vertes qu'on voit sur le circuit du Portugal, bah, d'un seul coup, ça a fait lever le pilote, quoi. Passer Ah, au-dessus. trop bizarre. Mais oui, comme on voit sur le stream, et vous pourrez le regarder en replay sur YouTube, la, la lutte entre Marquez et Bagnaia, mais elle est incroyable. On voit même la tête du pilote qui heurte le carénage D'accord, ouais. de la Ducati et la petite glissade après. Et moi, ce qui me fait trop marrer, c'est comment ils se regardent. Les deux sont en train de glisser en pleine vitesse dans un virage, ils se regardent. Et après, on voit Marquez qui lève tout de suite la moto pour essayer de repartir. Ça, je trouve, c'est la force d'esprit de ces types-là, mais c'est incroyable. Ouais. Et aussi, bah, il y avait des images impressionnantes. Si jamais vous avez l'occasion de les regarder ou de regarder le Grand Prix en replay, des images impressionnantes de Binder qui s'amusait à faire des sauts. Parce que Ah oui. Ouais. le Grand Prix du Portugal, là, il y a beaucoup de dénivelé. Il y a des grosses pentes à certains moments. Il y a même des virages en aveugle où on voit pas ce qu'il y a juste après la pente. Et Binder s'amusait en fait à faire des sauts avec sa KTM en prenant le truc, et il s'est fait engueuler par ses ingénieurs parce que oui, bah, quand on retape après sur le sol, ça peut écraser des éléments, et après c'est la panne assurée. Donc on voit que quand même les types sont aussi là pour le fun, et c'est ça aussi qui nous fait kiffer en MotoGP. Hier, pour la célébration de Martin qui fait le sou en mode Ronaldo Ah oui, debout sur sa moto à la fin. ouais, bon, juste à 200 km/h, franchement, c'est pas Exactement, grand chose. c'est pas grand chose. Hein. Mais en tout cas, je sais pas, enfin toi tu regardes sur Canal aussi, Ce canal, MotoGP. ouais. Mais je trouve hyper intéressant les formats de Canal en MotoGP où ils font le test du circuit avec bah, du coup l'ancien champion français Ouais. qui teste bah, en fait le circuit avec une moto, je crois que c'est une BM 1000, Ouais. et il teste bah, le circuit avec commenté de l'intérieur du casque. Exactement, c'est C'est incroyable. trop intéressant. On voit en plus le compteur qui monte. Le mec au Portugal, il était à quasiment 300 bourrins, et il te commente en même temps le tracé. Ouais, c'est incroyable. Exactement, virage par virage, c'est incroyable. Il manque juste les sensations dans le ventre, et là on y est. Ah Parce oui, que voilà. l'élévation là-bas, c'est fou. À l'élévation, ouais, elle est hyper Ouais. vénère. Mais c'est pour ça que ça serait intéressant de remettre les Formule 1 là-bas. Enfin, si un jour elles y retournent. Du coup, en MotoGP, bah, qu'est-ce qu'on a au programme? Donc là, on avait le Grand Prix du Portugal. Du coup, ça s'est passé. Le troisième Grand Prix, c'est Grand Les Prix Grands Red Prix des Bull, Amériques. Grand Prix des Amériques, exactement. C'est le même qu'en F1 au Texas, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et ben, trop intéressant. On le suivra parce que, pareil aussi, là-bas, il y a un peu de dénivelé aussi. Exactement, et les virages, les descentes sont incroyables. Tu vois les motos qui se penchent totalement, c'est un spectacle régal. On verra peut-être des images. Mais en tout cas, intéressant parce que sur le mois d'avril, il y a aussi une séance de test. C'est-à-dire qu'après le Grand Prix numéro 4, il y a une séance de test pour toutes les écuries en MotoGP avant le Grand Prix 5. Donc ça, c'est un format qui est assez intéressant, on imaginerait ça intéressant aussi en Formule 1.
de rajouter ce format de test. Avant, du coup, le Grand Prix de France au Mans. Sur une autre catégorie, IndyCar. Tu nous disais, Yo, en intro que tu avais regardé l'IndyCar. C'était la course à 1 million de dollars. Comme on est aux États-Unis, une catégorie américaine, tout pour le spectacle. Ça compte pas pour le championnat. Rien à foutre des points. Il faut juste ramasser la thune. C'est ça. Et celui qui a gagné, si j'arrive à retrouver... Palou, exactement. Yo-Yo, est-ce que tu veux nous raconter un peu ce Grand Prix à 1 million de dollars? Incroyable. Alors, moi, il y a un truc qui me gêne, en tout cas. Déjà, c'est que la course à 1 million de dollars, c'est que le pilote ne récolte pas 1 million de dollars. C'est vrai. C'est qu'il a un sponsor et il partage avec son sponsor le 1 million de dollars. Donc, ça fait 500 000 par personne, alors que c'est toi qui prends tous les risques. T'as déjà des sponsors sur ta voiture en temps normal. Donc, autant dire que vaut mieux donner au pilote son 1 million de dollars ou donner à une association, dire on partage 500 000 avec une association et 500 000 avec le pilote, plutôt qu'un sponsor qui va dire oh bah cool, tu veux rouler pour moi ce week-end? Tiens, tu me donnes 500 000 dollars si tu gagnes. Je trouve ça sans intérêt. Et la course, c'est un format aussi que j'aimerais pas pour la F1 si on y venait. Parce que clairement, ce qui s'y passe, c'est que tu as des séries de 10, 12 tours avec 10 pilotes qui courent à chaque fois. Et après, c'est format élimination, quoi, en mode Ligue des Champions. Les 3 premiers sont qualifiés pour la suite. Les autres sont éliminés. Donc, un gros Jean qui s'est fait taper dès le premier tour n'a même pas eu la chance d'être pêché ou quoi que ce soit pour reprendre la course. Et espérer gagner quoi que ce soit. Et contrairement au mec qui l'a tapé, qui a pu continuer sa course et se qualifier pour le split suivant. Je trouve ça dommage. Sinon, l'avantage, c'est que c'est sprint, donc ça offre quand même des batailles. Et il y a le push to pass, donc certes qui n'est pas à 3 minutes, mais là qui est à 60 secondes, et qui permet quand même de se dépasser ou défendre sa place au moment souhaité. Donc ça, c'était cool, mais franchement, c'est pas j'espère pas qu'il réitère l'opération. Plutôt, vaut mieux faire une course comme un NASCAR, où tout le monde peut prétendre à 1 million de dollars. C'est une course classique que plutôt d'attendre de faire un système de combat en mode Formula I, j'ai eu l'impression un truc qui fonctionne pas. Ouais, et puis comme tu disais, c'est quand même c'est très américain. Genre la course à 1 million de dollars, qui a gagné le plus? Est-ce que c'est le sponsor ou le pilote? Ça, on sait pas. C'est ça. Et oui, Grosjean aussi qui a, comme tu disais, qui a tout perdu dès le départ. Mais en plus, je trouve, au-delà de ça, c'est que tu vois l'élitisme aussi de cette certaine forme de catégorie, parce que ce qui est bien dans l'IndyCar, c'est que des fois, tu as des courses, la plupart du temps, en pleine ville, où tout le monde peut participer, etc. Et là, c'est en plein désert californien. Let's go, on envoie des grosses voitures qui vont se battre là-dedans. Ça fait un peu penser au karting, mais sans avoir l'esprit du karting, quoi. C'est pas un gros circuit en plus. Ouais. Hein. Non, c'est pas un grand circuit. Non. Ça fait penser un petit peu, c'est un mélange entre la Race of Champions et mais pour les riches, quoi, en version américaine. Je suis américain. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour ceux qui connaissent pas la Race of Champions, c'est bon, maintenant, ça fait quand même quelques années que maintenant c'est sur la glace. Exactement, ouais. Ça fait 3-4 ans, non? Ouais, c'est sur la glace. Ans, ouais. Et en gros, vous êtes sur la glace et let's go pour se battre sur la glace avec des catégories de voitures des fois complètement différentes. Des fois, on a des voitures électriques, on va avoir des voitures de rallye, etc. Donc, c'est assez intéressant, mais c'est vrai que du coup, il n'y a aucun public. Pour le coup, c'est tout en diffusion télé. Ok, c'est quoi la prochaine échéance côté IndyCar? Côté IndyCar, Grand Prix d'Acura Long Beach le 21 avril. Donc Long Beach, je crois que c'était celui-là où il y a on en parlait justement il y a 2 semaines avec le rond-point. Ouais, c'est ça. Exactement, le rond-point un peu difficile à prendre.
Donc celui-là, il est assez intéressant. Je vous encourage limite à le regarder. Je pense dans la saison, il y en a quelques-uns. On vous les mentionnera à chaque fois. Mais celui-là, il est pas mal. Ok. Merci Yuyo pour ce petit récap de l'IndyCar. Eh ben, messieurs, on a terminé cet épisode. Merci pour vos commentaires. Merci d'avoir éclairé de vos lumières encore cet épisode. Et puis pour aussi vos pronos, vos sujets focus. Et on espère que Alex pourra repartir fièrement le Polo Ferrari, le prochain Grand Prix. Et qu'un jour, Frédéric Vasseur viendra te le taguer de sa plume. Si on fait un Grand Prix de France, ce serait magique. Si on refait un Grand Prix de France. Après, le mieux, ça serait de l'avoir à Monza. C'est pas. Ou à Monza. Mais bon. Vu l'organisation de Monza l'année dernière, ça sera pas exceptionnel. Ah oui, c'est discutable. Mais après, tu pourrais aussi avoir la signature de Lewis, en plus. Ouais. Non. C'est mort. C'est mort. Un jour, je t'offrir. La casquette Lewis. Raikkonen avant, tout ça. Voilà, Lewis en dernier. Raiko, elle doit être pas mal. Petit merch Raikkonen. Mais oui, du coup, on vous répète, Grand Prix du Japon. Pour terminer, Grand Prix du Japon du 5 au 7 avril. Ça sera... alors, c'est pas les temps qui sont affichés là sur le stream. On va se mettre en nos temps. Et du coup, ça sera à 7h du matin. Et comme vous le disais, Yo-Yo, n'oubliez pas la semaine prochaine de régler vos montres. Parce que sinon, dans 2 semaines, vous allez oublier le départ du Grand Prix. Donc voilà. Merci, messieurs. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à mettre les meilleurs likes sur les vidéos. Et aussi, dans le sujet focus, on parlait des qualifications, à nous dire en commentaire quel sujet vous voudriez voir prochainement, mais aussi quel format de qualification vous souhaiteriez voir en F1. Et si vous voulez, ou auquel cas, une course à $1 million en F1, ça pourrait être intéressant. Pas de quoi faire tourner la voiture, quoi. C'est pas faux. Je crois qu'il faut répéter qu'un volant de F1, c'est 450 000. Ouais. Ça donne à peu près ça. Bon, si vous voulez investir, on peut ouvrir un Litchi ou un compte PayPal et on vous enverra la cagnotte. Après, ça fera un petit peu de budget pour Williams, ça fera peut-être un troisième châssis pour une course, on ne sait jamais. C'est vrai. Ouais, pas mal. Moi, je participe. S'ils ouvrent un Lydia, je participe, j'investis. Williams, c'est le sang. Bon, en tout cas, blague à part, merci messieurs. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines pour débriefer de Suzuka, le Grand Prix japonais mythique, avec toujours des histoires palpitantes. Et en attendant, on vous fait des bisous et on vous souhaite une bonne semaine. Sayonara. Merci d'avoir écouté cet épisode des Sénats de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, Les Seigneurs de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, on vous fait de gros bisous et à bientôt.